Les fouilles du palais de Malia commencèrent en 1915, menées par Iosif Hatzidakis, qui avait été attiré sur le site par la découverte par des paysans et bergers locaux de nombreux objets antiques. Il s'aperçut très rapidement qu'il fouillait les ruines d'un palais minoen, qu'il continua d'explorer en 1919. En 1921, il invita l'EFA à participer aux fouilles de Malia. Ce sont les anciennes fouilles de Chrysolakos dont a parlé Sylvie Muller ce matin. Et en 1922, il offrit aux Français de continuer la fouille du palais, ce qu'ils firent jusqu'en 1936, si l'on tient compte des fouilles aux abords immédiats de l'édifice, après quoi une série de sondages furent menés jusqu'en 1956. Le dossier fut ensuite transmis de Pierre de Margne à Olivier Pelon, qui entama en 1964 une longue série de sondages dans les niveaux les plus anciens du palais, et ce jusqu'en 1992. La production d'Olivier Pelon sur le palais fut extrêmement abondante, mais on notera particulièrement les apports de ses travaux sur des questions de recherche précises. Tout d'abord, la découverte de vestiges minoens anciens 2B imposants sous l'édifice et l'identification d'un niveau pré-palatial dans la cour centrale, ce qui suggérait une occupation importante sous le palais dès le milieu du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Ces découvertes ont eu un impact majeur sur la recherche minoenne, puisque certains chercheurs se sont appuyés sur elles pour conforter l'hypothèse de l'existence de palais minoens dès le milieu du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Ensuite, en ce qui concerne la construction du premier palais, Olivier Pelon a découvert en 1985 un dépôt de fondation associé à ce premier édifice et qu'il datait du Minoen moyen 1A, c'est-à-dire avant la construction des palais de Knossos et de Festos au Minoen moyen 1B. Cette datation reste cependant débattue puisque certains chercheurs suggèrent que la théière de style patrikiès du dépôt pourrait très bien descendre au Minoen moyen 1B. Parmi les autres apports majeurs des recherches menées par Olivier Pelon, on notera la découverte de dépôts et vestiges architecturaux du palais protopalatial. Par exemple, l'extension des anciens sondages réalisés sous le tertier d'Apparat et qui ont mis en évidence des pièces protopalatiales particulièrement élaborées, et la découverte des bases d'une première série de supports verticaux sous les piliers néopalatiaux de la salle hypostyle. Enfin, on soulignera les recherches d'Olivier Pelon sur la destruction au Minoen récent 1A de l'édifice, en lien peut-être avec l'éruption du volcan le Santorin, ainsi qu'une occupation jusqu'au Minoen récent 1B, mais dont il n'est pas exclu qu'elle s'est limitée à la partie nord-est de l'édifice. Ces contributions importantes reposaient en grande partie sur les très nombreux sondages réalisés par Olivier Pelon sous l'édifice. La transcription de ces carnets de notes a montré qu'il a effectué des sondages dans plus d'une centaine de pièces et espaces, ce qui est considérable, d'autant plus si l'on considère que dans certains cas, plusieurs sondages ont été effectués dans un même espace. La salle hypostyle sur laquelle on est en train de travailler est par exemple divisée à elle seule en 40 sondages. On a donc une documentation écrite et graphique très riche, qui a été soigneusement déposée par Pelon à l'EFA, et un matériel abondant, quoique sélectionné, auquel il faut également ajouter les données issues des anciens sondages menés avant 1956. Certains des sondages menés par Olivier Pelon et qui traitaient les questions de recherche que je viens de souligner ont été publiés dans des articles de fond dans le BCH, mais d'autres sondages n'ont fait l'objet que de rapports où les datations proposées, qui étaient bien évidemment préliminaires, ne s'appuyaient pas sur une présentation détaillée du matériel céramique et de la stratigraphie et des éléments architecturaux y associés. Olivier Pelon, avec Veit Sturmer, s'était attelé à la publication définitive de ces sondages, mais ce travail était malheureusement resté inachevé à sa mort en 2012 et à celle de Veit en 2013. En ce qui concerne l'architecture, Olivier Pelon avait produit une description détaillée de la ruine, avec quelques articles spécifiques sur les matériaux de construction et certaines pratiques architecturales. La description produite fournissait la somme détaillée de toute la documentation dont on disposait sur l'édifice et bénéficiait également de ses échanges avec les architectes associés à l'étude du palais, Helga Anderson et plus tard Martin Schmitt, mais aussi avec Jean-Pierre Olivier qui avait réalisé le catalogue des marques de maçons. J'ai été chargée en 2014 de reprendre le projet que j'ai décidé d'organiser selon deux axes principaux. D'une part, l'étude architecturale de la ruine, concentrée sur l'archéologie du bâti, dans le but de définir la séquence architecturale du palais de Malia et d'en proposer un état lors des différentes périodes et phases de l'histoire minoenne. D'autre part, l'étude stratigraphique et de la céramique afin d'affiner, voire dans certains cas d'établir, la séquence sous et au sein de l'édifice, en publiant cette fois en détail le matériel mis au jour. Ces deux approches sont naturellement liées, mais cette division du projet en deux volets principaux nous permettait d'avancer à un rythme plus ou moins soutenu dans la publication des données, et c'est sur les résultats de l'étude architecturale que je vais me concentrer ici. Hilaria vous parlera ensuite des premiers résultats des recherches sur la céramique
liée à l'occupation pré-palatiale sous le palais et dans ses environs immédiats. Les résultats de l'étude architecturale en cours ont été publiés dans plusieurs articles ou chapitres, mais je vais les présenter ici de manière synthétique en les reliant des pratiques crétoises attestées à Knossos et à Festos, au développement de l'architecture à Malia et à la question de l'organisation des chantiers de construction proto-historiques. L'observation détaillée des murs d'une partie substantielle de l'aile ouest a montré qu'ils appartenaient à l'état proto-palatial de l'édifice, avant 1700 avant Jésus-Christ donc, et qu'ils étaient construits en couches superposées de blocages. Sur un socle en calcaire gris bleu très dur local, la Sideropetra, des assises de moellons du même matériau, mélangées à des quantités abondantes de mortier de terre, étaient mises en place jusqu'à une hauteur de 60 à 80 cm, après quoi cette première couche était pressée, puis laissée assécher et enfin couverte d'une couche d'enduit argileux rosâtre. Les petites pierres étaient insérées dans la partie supérieure de la couche pendant qu'elle était pressée, à la manière de cales qui permettaient de compenser la pression mise sur le mortier de terre. Sur cette première couche, une deuxième était ensuite mise en place, puis une troisième. Cette technique est particulièrement bien illustrée dans le mur sud de la pièce 1-4 que vous voyez ici, mais les traits particuliers de cette maçonnerie apparaissent ailleurs dans l'aile ouest. La technique en couche, les cales en pierre, la fine couche d'enduit rosâtre permettent d'identifier d'autres murs dont certains sont suffisamment bien préservés pour indiquer qu'ils s'achevaient sur le corridor central avec un plan en T. Cette caractéristique supplémentaire permet d'identifier encore davantage de ces murs en couches superposées de blocages qui apparaissent dans toute la zone dite des magasins ouest du palais. À plusieurs endroits, ces murs sont associés à un niveau de sol en plâtre. Ce sol plâtré est mentionné par les anciens fouilleurs, qui indiquent qu'il fut découvert 10 à 20 cm environ en dessous du sol en terre qui supportait la destruction néo-palatiale du palais. Selon eux, le matériel associé à la couche découverte sur ce sol en plâtre est daté de ce qu'ils appelaient alors la première époque, un terme qui couvre en réalité l'extrême fin du pré-palatial et jusqu'à la fin du proto-palatial. Le sol plâtré est aussi associé à la façade ayant précédé celle construite au néo-palatial, ce qui conforte encore la datation proto-palatiale des murs en couches superposées de blocage, mais c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard. Au néo-palatial, ces murs vont être soit intégrés dans la structure du second palais, soit remplacés par des murs en blocs bruts d'extraction en grès ou en maçonnerie composite. Ils sont dans certains cas cachés sous les restaurations modernes, mais on peut encore facilement les repérer si on suit les paramètres définis précédemment, couche, cale, enduit rose et tête de mur en T. Une des questions qui s'est posée immédiatement après l'identification de ces murs était celle de leur délimitation à l'ouest. Olivier Pelon avait démontré que la façade ouest du palais telle qu'elle est aujourd'hui visible, celle en bloc de grès soigneusement taillé, était postérieure à la destruction 1700 de l'édifice, et ce car elle était en partie construite sur les vestiges de cette destruction. À 3 endroits cependant, on note la présence sous la façade en grès néo-palatial de blocs produits dans un autre matériau, le calcaire cristallin gris-noir et le calcaire gris gréseux, deux variantes d'un même faciès géologique qui n'est pas local, mais provient de la région entre Milatos et Aios Nikolaos. C'est un matériau qui a l'avantage de se déliter en plaques et dont l'extraction est donc facile. Ce matériau a été précisément identifié par l'étude géologique publiée dans le BCH par Eleftheria Dimou, Anne Schmidt et Olivier Pelon en 2000, mais qu'il n'avait pas lié à une typologie de blocs en particulier. De ces 3 blocs en place, on peut noter que là où elles sont visibles, leurs faces supérieures, extérieures et latérales ont été soigneusement travaillées au moyen d'un percuteur en pierre. Les faces arrière et inférieures des blocs sont régulières, et ce parce que leur extraction a bénéficié du ditage naturel de la pierre, mais elles sont laissées brutes. Ces traits particuliers ont permis de reconnaître la présence de nombreux blocs similaires remployés sous diverses formes dans l'ensemble du palais néo-palatial. Sous la forme de bases de colonnes, parfois effondrées de l'étage, ou sous la forme de linteaux, de marches ou de seuils. Presque tous ces blocs ont été modifiés lors de leur emploi, mais leurs caractéristiques suggèrent qu'ils provenaient, comme les 3 blocs mentionnés précédemment, d'une assise de nivellement de la façade ouest du palais proto-palatial de Malia, avant son remplacement par la façade en grès. J'ai maintenant identifié 37 de ces blocs, mais il est très probable que d'autres sont encore cachés sous la façade ouest ou ailleurs sous le palais, comme c'est très probablement le cas ici sur un des clichés d'un ancien sondage où un bloc très régulier supporte un autre remployé comme base de colonne. S'il s'agissait bien de l'assise de nivellement de la façade ouest du palais proto-palatial de Malia, on peut se demander ce qu'elle supportait. Et à nouveau, l'observation détaillée des murs du palais néo-palatial
a permis d'identifier des blocs, cette fois-ci en sidéropétra local, issus de la façade ouest du premier palais. On note en effet le remploi au néo-palatial de grands blocs dont la face extérieure, supérieure, inférieure et les faces latérales ont été travaillés plus ou moins soigneusement avec un percuteur en pierre. Dans 13 cas, les faces travaillées des blocs sont masquées par la maçonnerie dans laquelle ils ont été insérés, ce qui confirme leur remploi, et dans 20 cas, ce remploi est très probable du fait de la disposition des blocs ou de leur association avec d'autres éléments remployés, notamment avec des blocs en calcaire cristallin gris noir et gris gréseux de l'assise de nivellement. Le trait suggère que les grands blocs de sidéropétra provenaient de l'élévation inférieure de la façade ouest protopalatiale. Ils étaient posés sur l'assise de nivellement et offraient à l'extérieur une grande surface plane et soigneusement travaillée. L'aspect imposant et très régulier de ces blocs en façade est à souligner, car il rappelle l'effet produit par les façades ouest des premiers palais de Phaistos et de Knossos, où des blocs d'orthostates, là en calcaire tendre de type poros et en gypse, reposaient sur une assise de calcaire. Il semble donc qu'à Malia, les bâtisseurs ont souhaité produire une façade dont l'aspect général aurait été similaire à celui des façades en orthostate de Phaistos et de Knossos, mais que la dureté de la sidéropétra disponible localement a nécessité l'utilisation de blocs plus épais. Il est intéressant de noter la concentration de blocs remployés dans le donjon du palais néo-palatial. Lors de sa découverte, les fouilleurs avaient été frappés par son caractère massif par rapport à l'aspect, dira-t-on, plus raffiné de la maçonnerie en grès taillé dans les murs voisins. Et ils avaient suggéré qu'on avait là un vestige du palais protopalatial intégré dans le palais néo-palatial. En réalité, l'abutement des murs en calcaire gris-bleu du donjon contre ceux en grès néo-palatiaux confirme la date néo-palatiale du donjon, mais celui-ci est entièrement érigé en utilisant des blocs de la façade ouest protopalatiale. Des blocs de l'élévation inférieure en sidéropétra, mais aussi des blocs de l'assise de nivellement, ceux marqués ici d'un astérisque. La concentration de remploi dans les murs du donjon et sa localisation le long d'un axe de circulation important entre l'entrée nord du palais et le quartier d'apparat suggère qu'il fut délibérément érigé en remployant des éléments de la façade ouest du palais protopalatial. Cette utilisation délibérée se distingue, selon moi, du remploi plus opportuniste de ces grands blocs dans le reste du palais néo-palatial, mais aussi, je crois, au quartier Delta et dans une moindre mesure à Lambda. Dans ces cas, les bâtisseurs ont probablement remployé ces blocs pour réduire le coût du chantier de construction avec des spolias hérités du palais protopalatial. Ces recherches offrent donc une image plus précise du plan et de l'apparence du palais protopalatial de Malia, tel qu'il apparaissait lors de sa destruction à la fin du Minoen moyen 2b, vers 1700 avant Jésus-Christ. Elle montre les similitudes avec les autres palais protopalatiaux crétois et elle témoigne de l'élaboration du palais protopalatial de Malia, élaboration qui a souvent été diminuée en regard des innovations importantes dont témoigne l'architecture domestique d'élite sur le site, et vous avez ici les exemples du quartier Mu et du bâtiment des Seines. Ces recherches contribuent également à donner une place importante au palais de Malia dans la discussion sur le premier développement de l'architecture crétoise palatiale, discussion qui est souvent concentrée sur Knossos et Phaistos du fait de l'avancée des recherches sur ces sites. Le palais protopalatial de Malia est détruit vers 1700 avant Jésus-Christ et la question de sa reconstruction néo-palatiale va faire l'objet d'une nouvelle étude stratigraphique et céramique en collaboration avec Hiro Mathieu-Daki. Olivier Pelon suggérait qu'après une tentative avortée de reconstruction après 1700 avant Jésus-Christ, le palais néo-palatial ne fut réellement érigé que vers 1600 avant Jésus-Christ. On avait donc là un vide de près d'un siècle, ce sont ces 3 à 4 générations dont a parlé Charlotte ce matin. L'identification dans le matériel catalogué en 2016 et issu des sondages Pelon et des anciennes fouilles au palais montre une quantité abondante de matériel qui présente des traits communs à ceux de dépôts Minoen moyen 3A et B à Knossos et évidemment dans le secteur Pi à Malia. Mais laissons de côté cette question pour nous concentrer sur l'architecture du palais néo-palatial avec un angle d'approche particulier, celui de l'origine et des compétences de ses bâtisseurs. On note des changements substantiels dans l'édifice lors de sa reconstruction, parmi lesquels l'abandon de la partie nord-ouest, la construction du quartier d'apparat, le remploi avec modification des magasins ouest, la construction de la façade ouest en grès taillé, le remploi des magasins est, la reconstruction de la salle hypostyle et des aménagements nouveaux dans la partie nord-est de l'édifice. On note aussi et surtout l'extension du palais vers le sud. Celle-ci avait déjà été suggérée par les anciens fouilleurs, puisque le palais s'étendait sur un habitat pré- et protopalatial, les maisons sud,
Mais la nouvelle étude architecturale a montré l'importance de cette extension, qui comprenait également l'ajout des silos. Parmi les modifications les plus impressionnantes, on note la construction de nombreux murs en pierre de taille qui utilisent le grès taillé des carrières situées le long du littoral Mayotte et au-delà et qui sont étudiées par Sylvie. L'utilisation du grès taillé n'est pas nouvelle à Malia, puisque ce matériau était déjà utilisé sous des formes diverses au protopalatial. Vous avez ici les exemples du quartier nu, de la crypte hypostyle et du bâtiment d'Essen. Ce qui change dans le palais néopalatial, ce sont les types de maçonnerie en pierre de taille. Maçonnerie avec pierre de taille en parement et moellon et terre en face arrière, blocs parfois bruts d'extraction en boutisse et paneresse, et maçonnerie en double parement. Ces maçonneries n'étaient pas connues dans les édifices protopalatiaux Mayotte précédemment cités, ce qui suggère qu'elles n'ont pas été développées sur le site de Malia avant d'être utilisées au palais, mais pourraient avoir été amenées par des bâtisseurs venus d'autres sites. Certains traits des murs en pierre taillée du palais tentent en effet à indiquer la participation au projet néopalatial de bâtisseurs venus de Knossos, les marques de maçons d'une part, et l'association entre murs et pierre taillée et bois d'autre part. Les marques de maçons sont ces signes gravés sur des blocs, parfois d'autres objets, en pierre taillée et dont la fonction reste débattue. Au palais de Malia, on en a environ 130, qui ont été catalogués et publiés en détail par Jean-Pierre Olivier, qui précisait cependant qu'il se limitait à la description des marques. Pour les interpréter, j'ai décidé de prendre en compte non seulement les signes eux-mêmes, mais aussi les caractéristiques des blocs sur lesquels ils avaient été gravés. Cette analyse a montré que les marques les plus profondément gravées, qui étaient presque exclusivement sur la face inférieure ou supérieure du bloc, étaient liées à la phase d'extraction de la pierre et permettaient aux carriers d'être rétribués pour chacun des blocs qu'ils avaient produits, avant que les blocs soient emmenés jusqu'au palais, où ils étaient utilisés indistinctement dans l'édifice. Les marques les plus finement gravées, qui n'apparaissaient que sur la face extérieure de certains blocs, étaient liées aux artisans qui effectuaient la taille du parement. Ces marques au palais de Malia avaient donc une vocation essentiellement utilitaire. Elles étaient celles de carriers et de tailleurs de pierre, qui étaient peut-être même d'ailleurs les mêmes individus. Mais cette fonction s'est doublée dans certains cas d'une portée peut-être symbolique, puisqu'on note que presque tous les types de marques apparaissent dans la zone de la crypte à piliers, comme si les bâtisseurs avaient souhaité là apposer le signe de leur participation à un projet prestigieux. En ce qui nous concerne plus spécialement ici, on note qu'à Knossos, le marquage des blocs est déjà pratiqué au protopalatial, voire au minoen moyen 1A, alors qu'à Malia, les marques sont uniquement apposées sur des blocs au néopalatial, indiquant une tradition plus tardive sur le site. Aussi, il n'y a au palais de Malia que 9 types de marques, contre 25 à Knossos, et les signes utilisés à Malia sont justement les signes knossiens les plus courants. Puisque ces marques vont de pair avec de nouveaux types de maçonnerie en pierre de taille à Malia au néopalatial, on est tenté de suggérer que ces murs ont été érigés par des artisans venus de Knossos. L'observation détaillée des murs du palais néopalatial de Malia a également montré les traces laissées par des éléments en bois dans l'édifice, en particulier en association avec des blocs en pierre taillée, là encore une pratique nouvelle sur le site. Le bois était déjà attesté dans la construction à Malia au protopalatial, mais en lien avec d'autres maçonneries, je pense par exemple aux murs en briques du quartier nu, ou en lien avec des éléments en pierre taillée, mais là, sans connexion structurelle évidente, qui viennent préfigurer l'association pierre de taille-bois, très présente dans le palais néopalatial. Et là encore, le site de Knossos offre les indices d'une tradition plus aboutie, suggérant à nouveau la possibilité que des artisans knossiens ont participé à la reconstruction du palais de Malia au néopalatial. C'est donc une conclusion intéressante, je pense, à laquelle l'étude architecturale du palais de Malia nous a permis d'arriver, mais il est plus enrichissant encore de la mettre en perspective avec d'autres techniques de construction au sein du palais néopalatial. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect parce que Martha Lorenzon et moi-même l'avons présenté il y a quelques semaines au Semtech de l'EFA et ce sera bientôt mis en ligne, mais notre étude conjointe macroscopique et géoarchéologique des murs de briques du palais a montré que les individus qui ont construit ces murs au néopalatial étaient selon toute vraisemblance des Maliotes et que, alors que certains étaient des bâtisseurs expérimentés, d'autres avaient, semble-t-il, des compétences bien moindres. On a donc l'image d'un chantier de construction néopalatial assez diversifié, avec des participants d'origine variée, maliotes, knossiennes, et dont seulement certains étaient de véritables spécialistes de la construction. Or, cette variabilité propre à l'organisation des chantiers de construction protohistoriques est un phénomène que les recherches récentes mettent de plus en plus en évidence.
J'espère que ce bref aperçu vous a donné une idée des travaux en cours au Palais pour la partie architecturale. Et je vais maintenant vous remercier aussi vraiment les organisatrices et céder la place à Hilaria.